Sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Masters de Londres avec notre invité spécial. Je plaisante, c'est toujours Pas du tout, mais j'adore. Invité spécial, c'est très bien. Benoît Mélin est avec nous, évidemment. Comme... Entre maîtres, nous sommes entre maîtres. Exactement. Et le troisième maître, c'est Coco. Voilà, Coco, notre trader Winamax. Ça va, Coco? Ouais. Comme un vendredi. Un coco fébrile aujourd'hui, ça va pas être du grand coco sur les jeux. Oh là 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 là, ça y est, il commence déjà. La couleur est annoncée. On va passer une heure ensemble. On va évidemment parler, parce qu'on connaît les demi-finalistes de ce Masters de Londres. On va en parler, on a un petit combo boosté à vous proposer d'ailleurs sur ces demi-finales. On reviendra d'abord sur le match de 15h, on parlera aussi de celui qui ne sert à rien, mais il faut quand même en parler, le match de ce soir à 21h. Dans Planète Tennis, on se penchera sur l'ATP Cup. On rendra hommage aussi à la jeune retraitée Agnieszka Radwanska, parce qu'on n'en a pas parlé, mais elle a annoncé mercredi qu'elle arrêtait le tennis. Et on jouera, évidemment, on fera Deuce. Et aujourd'hui, c'est Diabaté 88 qui a été sélectionné. Oh là là. C'est un spécial Masters de Londres. Voilà, il est dans le thème, j'avais envie de lui faire plaisir, parce que sachez que j'ai quand même reçu un quiz spécial Fabio Fognini, et je vous ai épargné ça. Je vous ai épargné ça, mais croyez-moi, il peut ressortir à tout moment. Ce petit quiz, il est dans mes cartons. Comme ça, je suis déjà inquiet du quiz. Et puis, il y aura le challenge, évidemment. Alors, le challenge, ça sera du ping-pong. Voilà, vous le savez. Il n'y aura pas 80 € à gagner dimanche parce que messieurs se sont partagés. Il y a un partout dans les victoires. Donc, pour l'instant, on est à 20 €, 20 €. Voilà. Et donc, dimanche, on verra combien seront. Donc, là, il y en a un qui va passer si tu gagnes à 40. Et après, c'est quoi 60 et 80. Ah ouais, ça veut dire qu'il faut jusqu'à 60. Tu peux aller jusqu'à 60, mais il faut être imbattable. Allez, petit tour de terrain à Londres, on commence maintenant. Alors dans le groupe Guga, on dispute les derniers matchs de poule et cet après-midi, ce sont Zverev et Isner qui ont ouvert le bal et c'est l'Allemand qui s'est imposé et qui complète donc le dernier carré londonien. On va se focus sur Alexander Zverev, Benoît, qui a notamment été impressionnant en service et il faut le noter. C'est le plus jeune demi-finaliste de l'ATP des ATP Finals depuis Juan Martín del Potro, et c'était il y a 9 ans. Alexander Zverev, c'est ça. Ah bah il est jeune, hein. Mais c'est bizarre, je croyais qu'il était crevé. C'est ça. Que la saison était trop longue. Crevé, il arrivait plus. Que la saison était trop longue, c'est ce qu'il a déclaré. Exactement. Et d'ailleurs, Federer lui a répondu. Le petit cachotier, oui, tu parles sûrement qu'il doit être un peu émoussé. De toute façon, c'est là que c'est un peu compliqué. Tu dis que les mecs sont quand même bien cramés, quoi, parce que le Nishikori team, alors qu'on voyait tous Nishikori. Ouais, et j'avoue, c'est moi qui ai boosté, je le prends pour moi. C'est moi qui ai boosté le Nishikori de 7-0, mais tu sais que c'est ma grosse déception de Londres. Mais ma grosse déception. 41 fautes directes contre team, c'est pas possible, tu vois. Donc à un moment ou à un autre, tu te rends compte que il y a un moment où les gars, ils peuvent plus, toi. Alors est-ce que Zverev peut encore ? J'ai envie de vous dire oui, parce que demi-finale contre Roger. Ça sera contre Roger, exactement. Tu sais que voilà, il y a forcément quelque chose à faire pour le Alexander qui a le tennis, on le sait, sur des matchs en 2-7 gagnants pour faire très mal, vu ses victoires dans les Masters 1000. Est-ce qu'il est... on est sur Federer Zverev là? On est sur Zverev. Ouais. On est sur Zverev. On est sur Zverev. Oui, non, mais moi écoute, je l'ai trouvé... Il a été impressionnant au service, c'est ça qu'il fallait noter aussi. Mais parce que... c'est quand même un avantage énorme d'avoir cette arme-là, ce service qui... Voilà, il n'est pas aussi impressionnant qu'un Anderson ou qu'un Isner, mais il a une qualité de service qui est impressionnant. Et face à des joueurs qui commencent à être un petit peu fatigués, c'est toujours pareil, toi, dès que tu es un petit peu fatigué, et physiquement et mentalement, tout ça communique, c'est des vases communicants, tu es un peu moins focus sur la balle, tu es un peu moins frais, donc tu as un temps de réaction qui est un peu plus long, et automatiquement, des serveurs comme ça arrivent à avoir des points gratuits, et ce qui est très important, bien évidemment, pour eux. Mais Zverev, très dangereux. C'est le chef de rang de la Next Gen, et tu vas voir que Novak Djokovic s'est exprimé justement en conférence de presse sur cette Next Gen. On écoute Novak Djokovic. There is a lot of quality in the new generation. Zverev obviously as a leader of that next generation, he has proven himself and established himself as a top player. And then you have players like Khachanov, of course, and Tsitsipas, and this Chorich. I think the future of tennis is in good hands, so to say. I mean, at the same time, I think us older guys, we're still
obviously working hard and working smart and trying to get the most out of what we have in ourselves left. And how long that's going to go for, we don't know. But obviously, experience also plays an important role in this kind of matches. Knowing how to kind of approach, play, behave, in certain moments, and how to deal with and cope with pressure. So obviously, that's on our side a bit. Et on en parle souvent dans Sans filet d'expérience, Benoît. Et là, c'est vrai que pour ce genre de rendez-vous, c'est clairement une des clés aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est robinet d'eau tiède? Enfin, tous, de toute façon, en conférence de presse. Robinet d'eau tiède. Ben oui, parce que là... Tu connaissais, Coco, cette expression? Non. Moi non plus. Tu vois, alors, elle est là, bon, on le sait, hein, le Djoko, il travaille dans les coulisses avec les joueurs. Enfin, il est très influent, hein, le Novak Djokovic. Il est président d'ailleurs du board des joueurs à l'ATP. Et tu sais que voilà, donc il est là pour dire que bien évidemment les jeunes arrivent, ils sont dangereux, mais c'est un fait aussi, c'est vrai. Oui, mais enfin pour l'instant les jeunes arrivent, mais enfin bon, pour l'instant c'est pas eux qui gagnent les tournois du Grand Chelem, donc on les attend, bien sûr qu'on les attend. On voudrait les voir, tu vois, il a pas parlé de Kyle Edmund, Lucid, Alex de Minaur, ouais. Tous ces gamins là qui sont là, qui frappent à la porte, mais ils ont mis le pied, on va dire qu'ils ont mis le pied dans l'entrebâillement de la porte, mais ils n'arrivent pas encore à défoncer le truc, quoi. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ça arrive, parce que logiquement, ça devrait arriver, tu vois. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'il faut les bouger, les cocos, là. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que Djokovic, Federer, Nadal, même Murray, à un moment... je ne parle pas de Wawrinka, parce que même si Wawrinka est très fort, mais ces trois-là ont amené le tennis à un niveau... qu'on ne reverra peut-être plus. Peut-être, mais tu sais, on disait ça aussi à l'époque de Sampras, Agassi, Lendl, Borg, McEnroe, Connors. Mais à chaque fois, voilà, tu as des nouvelles générations qui arrivent, tu peux avoir un petit trou, ouais. Et puis bon, tout d'un coup, il y a des... Mais ceux qui arrivent là, effectivement, sont... Moi, j'ai envie de les voir arriver au plus haut niveau, quoi. Ils sont pas loin. Et ils sont pas loin. Zverev, d'ailleurs, n'est pas loin. Zverev, il y est, ouais. À 21h, il y aura donc ce fameux match entre Djokovic, qui est déjà qualifié, et qui va défier Cilic, qui est déjà éliminé. C'est un match sans réels enjeux, mais on va quand même en parler parce qu'on a des cotes sur ce match-là. Sans aucun enjeu, même. Sans aucun, c'est ce que je viens de dire. Il y a les 200 points de la victoire, c'est tout. On va mettre les cotes de ce match-là. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que depuis sa défaite face à Cecchinato en quart de finale à Roland, Novak n'a perdu que 3 matchs. La finale du Queens face à Cilic, un 8e de finale à la Coupe Rogers face à Tsitsipas, ouais. Et la finale de Paris-Bercy face à Khachanov. Je suis d'accord. Et son coach Marian Vajda s'est exprimé d'ailleurs sur son poulain, et il a déclaré que Novak Djokovic avait eu 2 déclics. Sa première finale de l'année au Queens et sa demi à Wimbledon contre Rafael Nadal. Djoko n'a plus peur de perdre. Est-ce qu'il va tout rafler en 2019 ? Ouais, je m'en doutais un peu. Tu pars déjà sur 2019, ouais. Toi ? Je le sens revenir ultra chaud. Je me dis, est-ce qu'il va refaire le Djoko des années passées où il avait tout raflé ? Il emprunte cette voie-là. Non, moi, je pense pas, parce qu'il y a des jeunes qui vont le gêner. Mais je suis pas surpris, tu vois, que tu dises que son match du Queens a été un déclic. Je l'ai senti comme ça aussi. Merci, Coco. Non, mais je veux le signaler, c'est Marian Vajda qui est là. Non, mais quand je repense à sa saison, je me dis vraiment que sur ce tournoi, il y a eu un déclic et que c'est là que ça. Ouais, il explique qu'il n'a plus peur de perdre et que son approche est différente. Et voilà, il y a eu 2 déclics. Et quand on parle de déclic dans le tennis, c'est un déclic pour Novak, c'est retour au plus haut niveau. Oui, mais tout ça, c'est dans la tronche. Et encore une fois, on s'en rend compte que ça l'a fait aussi avec Federer. À un moment, ces mecs-là sont tellement hauts, sont tellement dans les records de tout gagner qu'à un moment ou un autre, il faut bien qu'ils essayent de se dire, bon, c'est quoi la nouvelle marche que je vais essayer de grimper ? Où est-ce que je vais, quoi ? Parce que c'est quoi leur motivation ? T'imagines qu'ils jouent toutes les semaines, les mecs quasiment, je vais pas dire gagnent toutes les semaines, mais tous les grands titres, tous les machins, ils sont là. Donc à un moment, et tu te rends bien compte que Djokovic certainement déjà a bien fait le ménage dans sa tronche et autour, et se dit bon voilà, maintenant si je dois aller chasser quelque chose, pas quelqu'un, mais quelque chose, ce sont les records de ces mecs-là. D'abord de Nadal, et puis après de Federer, si c'est possible. Bien évidemment qu'il peut le faire. Bien évidemment qu'il peut le faire. Les Khachanov ont fini l'année vraiment très, 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 très fort. Et moi, je pense qu'il va falloir les surveiller l'année prochaine. C'est
deux potentiels que je vois qui peuvent prendre un grand chelem chez les très jeunes. Ouais. Et je pense qu'ils vont ils vont poser des problèmes à Djoko qui ne raflera pas tout comme justement avant sa blessure. Ah bah ça, oui, enfin, on verra. Sachant Mais que Zverev va être là aussi sur les Master 1000, qu'il y a aussi quelques anciens, il y a d'autres petits jeunes qu'on n'a pas cités. Ça va être compliqué. est-ce que Djoko peut nous faire un début de saison ça comme en prudence. 2011, où il avait tout gagné jusqu'à sa demi-finale contre Federer à Roland-Garros, où on se disait mais ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, il s'était blessé après en milieu de saison. Là, quand tu le vois jouer maintenant, Ouais. imaginons qu'il gagne le Masters en plus. Tu vois, la saison, elle est complètement dingue depuis Wimbledon. Numéro 1 mondial, il arrive à l'Open d'Australie, c'est chez lui. Indian Wells, Miami, en général, il te fait le doublé en rigolant. Derrière la terre battue, où en sera Nadal? Est-ce que Federer va faire l'effort de jouer là-dessus? Et même si Federer vient sur terre battue, je ne sais pas du tout s'il serait capable de tenir des matchs contre un gars comme Djokovic. C'est vrai que dans l'absolu, tu peux t'imaginer à ce que Djokovic nous fasse une saison de dingue. Tu vois, si physiquement, il ne se blesse pas, on sait que mentalement, c'est un monstre. Tennistiquement, il a une confiance au-dessus de tout en ce moment. Il va falloir se lever très très tôt pour aller le titiller. Ouais, Mais en termes, je trouve que le tableau masculin, les 100 premiers, c'est plus dense qu'en 2016 par exemple, où il rafle tout, et que là, il va avoir des matchs plus compliqués sur la saison, ça va être plus dur, et je ne le vois pas, moi, faire une razzia comme il est fait. Et face à Silic, on le voit par contre s'imposer. Évidemment, la cote est à 1,14. On ne vous a pas proposé de cote boostée là-dessus parce que clairement, le mieux à aller chercher, Coco, c'est quoi? Le Djokovic en 2-7 peut-être? Je ne sais pas combien. Je sais pas, c'est un match totalement sans enjeu, quoi. Il y a juste ses points et cet argent. Juste Silic, il va pas prendre le risque de se blesser, sachant qu'il y a la finale de Coupe Davis juste derrière. Oui, c'est ça. Voilà, il va. Mais il va pas arriver pour faire figuration non plus, Benoît. Non, certainement pas. Non, mais il ira pas risquer la blessure, ça c'est sûr. Masters, mais après, est-ce que Djokovic va se défoncer si jamais c'est un peu accroché, les deux vont pas se tout en défoncer, sachant qu'il a une demi derrière et potentiellement une finale? Parce que lui, c'est pas terminé. Moi, je trouve que Silic prendra au moins un set à 2-20, c'est joli. Est-ce que tu le vois prendre un set à Novak? Oui. Dans tous leurs derniers affrontements, il a quand même posé des problèmes. Non, C'était mais moi, serré. je depuis que j'ai fini. Ah, mais non, mais 0, regarde même le Queens, etc. C'est un match tellement particulier, donc tu Disons ne que sais le pas, contexte, tu vois. ouais. Enfin, même pour eux, La tu cote vois. pour le contexte est intéressante. Surtout quand on connaît leur historique. Alors là, j'en sais rien du tout. Moi, vraiment, c'est le genre de match. Tu veux dire, alors déjà, quand il y a de l'enjeu, c'est pas évident. Alors là, en plus, tu te dis quoi? Marine Silic peut très bien, tout d'un coup, se dire. Imagine, allez, il joue libéré. Mais oui, enfin, libéré, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il peut très bien se dire bon, allez, je vais y aller au Oura Tennis, je sers comme un malade, je viens au filet le plus souvent possible, tout en sachant que Djokovic y retourne comme personne, qui peut le planter sans arrêt dès qu'il monte au filet. Enfin, S'il y a des trucs qu'il veut tenter. Cavani dit un truc très intéressant quand même. qu'est-ce qu'il dit? L'intérêt pour les deux, c'est quand même que le match ne dure que de 7. C'est pas faux. Parce qu'il y en a un qui prépare la Coupe Davis et l'autre qui prépare la Ça dépend de l'intensité. Tu peux avoir un 2-7 avec une grosse intensité qui dure très longtemps, et tu peux avoir un 3-7 sans intensité, pas serré. Tu peux avoir un 6-1, un 6-1, tu vois. Non, puis là, ça n'a rien à voir avec un 7-6. Il faut, c'est pareil, c'est pas du tout le même enjeu. Djokovic, effectivement, faut pas qu'il traîne sur ce cours. C'est évident, faut qu'il garde son influx pour le dernier week-end. Mais Silic, lui, il doit se préparer aussi pour pouvoir tenir des matchs au meilleur des 5-7 à partir de vendredi prochain. Et pour l'instant, lui, s'est pas entraîné par rapport à ça. Donc, à partir de là, il peut très bien se dire, bon, moi, là, je m'accroche comme un furinx pour ne pas lâcher, pour jouer le plus longtemps possible, pour voir jusqu'où je peux aller sans rentrer dans le rouge. Donc ça peut très bien être une victoire de Silic, tu vois, au 3e set. Tout d'un coup, il passe devant, et puis l'autre, ça fait 2 heures qu'il est sur le court, il se dit, bon, allez, ça suffit, de toute façon, c'est pas un match important pour moi. Mais c'est pas dans l'état d'esprit de Djokovic non plus, donc bon. Si Silic veut tenter des trucs stratégiquement
dans l'optique de l'année prochaine pour essayer de battre Djoko contre ou autre. Parce qu'il pense déjà C'est ce match-là où il faut vraiment qu'il tente toutes les idées qu'il a. S'il veut tenter du service volé, qu'il tente sur ce match-là. Il n'y a pas de réel enjeu. C'est là qu'il peut. S'il veut tester des trucs face à Djoko, c'est le moment. Enfin, faut pas faire du service volé contre Djoko. Quand t'as pas l'habitude, vaut mieux pas. Parce que le mec, de toute façon, il va te faire jouer. Il va de la petite. C'est ce que j'ai adoré d'ailleurs, Federer contre Anderson. Tu vois, chaque fois qu'Anderson venait, on a pu remarquer que Federer n'était pas du tout dans l'état d'esprit vraiment de le passer. C'est le tennis à l'ancienne, c'est-à-dire le passing en 2 coups. C'est-à-dire, il joue sur le joueur, soit très fort, soit avec une balle plongeante dans les pieds, et puis débrouille-toi mon coco, et derrière, je vais te planter, quoi. Et vraiment, c'est ce qu'il a fait très très bien quand Anderson est venu au filet. Enfin, quand Federer a intelligemment attiré Anderson au filet en jouant des balles courtes. On va en parler justement dans le groupe E8, les 2 demi-finalistes. On les connaît, c'est Kevin Anderson et Roger Federer, le Suisse qui s'est qualifié hier pour sa 15e demi-finale du Masters en dominant donc Kevin Anderson en 2 manches, 4 et 3. Même mieux que la qualif, il a décroché la première place, notre Suisse. Alors vous allez voir qu'en conférence de presse, il est revenu sur un aspect plutôt scientifique du jeu. Scientifique ? Oui, parce que d'après des tests passés, il aurait une relation œil-cerveau 15% plus rapide que la moyenne. En gros, il anticipe plus vite que les autres. Qui ? C'est peut-être une clé de son succès. Possible. Voilà, j'avais envie de donner cette je croyais qu'on allait l'entendre. C'est pour ça. ça. Non, on l'entend après. on l'entend pas. Non, là, c'est une info comme ça. Non, non, on d'accord. l'entend pas. Non. Mais il a une grande qualité d'anticipation. C'est du coup prouvé scientifiquement. Et voilà, ça peut aussi. Mais tu sais, ils ont tout étudié par rapport au moment où il y avait Federer et Nadal qui étaient vraiment mano à mano, savoir qui allait gagner qui allait gagner quoi. Ils s'étaient intéressés aux hémisphères gauche et droit du cerveau. Alors, je ne sais plus qui est droit, qui est gauche, mais on sait que Federer, lui, est d'un côté. Et donc, c'est un joueur qui n'est pas dans la répétition, qui va être dans la création. Alors que Nadal, lui, est de l'autre côté de son hémisphère. Et donc, lui, il est beaucoup plus dans la répétition, dans l'effort et tout ça. Donc, les mecs avaient étudié aussi, tu vois, au niveau du cerveau des 2 joueurs, pourquoi ils jouaient dans ce genre de schéma-là. Alors, effectivement, de toute façon, des joueurs, quand ils arrivent à ce niveau-là, même Djokovic, son temps de réaction est quasiment phénoménal. Donc ces joueurs-là ont forcément une espèce de relation entre ce qui se passe là et l'acuité visuelle qui est hors norme. C'est hors norme. Là, ça se travaille pas. C'est un truc qui est inné et qu'après, à la répétition, bien évidemment, tu vas faire en sorte que ça devienne de plus en plus précis. Mais c'est quelque chose qui est dingue. Les 3 qui se dégagent là-dessus, pour moi, c'est Federer, Djoko et Nishikori. Et toi, Coco, comment est ta relation œil-cerveau ? Très bien, très bien. Le temps de réaction n'est pas toujours ouf, mais la réaction, ça va. Non, mais c'est vrai, elle doit être dans la moyenne. Mais il y a des études par rapport à tout ça, c'est génial. Quand ils cherchent, tous ces mecs-là cherchent à être optimal absolument partout. Et en tout cas, avec 99 titres pour Roger Federer, il pourra atteindre le nombre... oui, en remportant le Masters. Vous allez l'écouter tout de suite, Roger Federer, mais c'est un objectif auquel il assure ne pas porter d'importance. On écoute Roger Federer. Of course, I can only speak for myself, but I've loved, being part of the Tennis Masters Cup at the time today, World Tour Finals. I've always tried to pace myself in a way and set up my schedule in a way that I would have something left in the tank and I would peak at this event. So I'm happy that this is another week like this. It didn't look like it, maybe 72 hours ago, but I was able to come back and play good tennis. Personally, I'm still not thinking of the number 100, and I won't let that, get in my head or make me go crazy, because it should be something I'm excited about and not something should feel extra pressure. And as long as I think Novak's in the draw anyhow, he's playing so good again. It's never going to be easy. Et non, en effet, ce ne sera pas facile si c'est Novak Djokovic. En face encore, faudra-t-il passer la demi-finale contre Alexander. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, tu vois, parce que on met toujours de côté l'aspect humain de ces joueurs ou de ces joueuses, quand ils arrivent comme ça à des niveaux de record. Quand Federer est arrivé au 14e titre de Grand Chelem, donc il l'égalait Sampras, et puis qu'après il en a gagné un 15e pour passer devant et être le seul à 15, il le disait, c'était un truc bien évidemment qu'il avait en tête et qu'il faut à tout prix essayer de gommer. Donc là,
tout le monde parle du 100e titre, mais dans l'absolu, ce 100e titre ne représente rien pour lui. Parce que, ok, c'est un cap, mais ce n'est pas un record. Donc, si effectivement il peut y arriver au record de Connors à 109 et qu'il arrive à le dépasser, pourquoi pas? Mais 100e titre, c'est pas du tout un truc qui va le perturber. Je pense pas, c'est pas ça. Ce qui le perturbe à l'heure actuelle, c'est Djokovic. Ça le perturbe énormément. C'est pour ça qu'il aurait bien aimé que Djokovic soit pas là. Et surtout qu'il n'ait pas à jouer Djokovic en demi-finale. Donc je peux te dire que son match, carrément un quart de finale contre Anderson, c'était évident qu'il allait tout faire pour finir premier et ne pas se retrouver contre Djokovic. Bravo, messieurs, d'ailleurs, parce que le Federer 2-0, vous l'aviez dit tous les deux. Oui, mais bon. Et moi, j'ai cru en Anderson, mais je crois en ce moment en des joueurs qui me déçoivent beaucoup. C'est pas ça, en fait. C'est que toi, comme d'autres, même nous, à ce moment, on a apporté trop d'importance à la défaite de Federer lors de son premier match où il n'était pas vraiment dedans, normal. et à la victoire de Nishikori qui, quand tu vois derrière... C'était contre difficile Anderson de et jauger Thiem, son niveau il était zéro. en fonction des matchs qu'il avait fait avant. On va mettre les codes de Attends, je regarde, il y a pas mal de Federer, questions. Il y a Danilo qui dit, Benoît, toi qui les connais, lequel des trois en off c'est le plus sympathique. J'imagine Nadal, Federer, Djoko. Ouais, c'est Nadal. Tout le monde le dit, ça, hein. Nadal, Tous les journalistes le disent. Nadal, c'est un amour. Après, Djokovic et Federer, il n'y a aucun problème. Hein. Ils sont gentils comme tous les deux, mais tu sens que c'est plus calculé. Ouais, Après, malheureusement, je suis étiqueté journaliste, donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire ou dire n'importe quoi quand on est ensemble. Mais toujours est-il que voilà, c'est pour ça aussi que c'est génial d'avoir... Parce que Murray est absolument merveilleux aussi en dehors d'un cours. Je peux vous dire que vous pissez de rire avec Andy Murray. Wawrinka, c'est un amour. Enfin, Thomas Berdych aussi, qui a l'air comme ça d'être un glaçon. C'est un mec qui est très, très sympa à l'extérieur. Enfin, Marin Cilic, qui a l'air un peu éteint. Pareil, c'est des mecs très, très bien, très sympas. Mais Del on va dire Potro, que... oui, aussi. Si, Del Potro est un Génial, peu, Del Potro. Mais oui, un tu peu m'as- plus tu m'as- timide. tu m'as- Non, oui, non, c'est pas un timide, méchant. d'accord. mais C'est pas parce qu'il est plus réservé, Non, mais... ça reste un ouais, gars ouais. génial. Non, mais il s'est tellement fait Non, mais fracasser c'est la le seul tronche joueur, quand il en était tout cas. gamin, Del Potro, parce que Del Potro, c'est quelqu'un de très émotif. Et donc, quand il était à l'école, quand il était enfant, il pleurait tout le temps. assez vite. Et donc, bien évidemment, quand tu es à l'école, autant vous dire que tous les potes se foutaient de lui. Et donc, depuis qu'il est joueur, il essaye à chaque fois de se contrôler par rapport à ça. Mais nombre de fois où vous voyez Del Potro, ce grand truc là, qui est là, limite avec les larmes aux yeux, Mais il pleure il est en souvent. contrôle. Et ouais, pleure il souvent. essaye. Moi, il essaye. j'adore. Ah oui, mais ça. bon, L'émotion chez... il faut chez l'émotion un peut te bouffer de C'est l'énergie, enfin c'est très homme. Mais compliqué. c'est ce qui le à rend gérer. si attachant. Mais l'émotion peut le transcender aussi. Et Benoît, pourquoi tu ne l'aimes pas, Djoko? Non, si, mais j'ai L'homme, aucun problème avec Djoko. Djoko, j'ai eu la chance d'aller au concert d'ACDC avec lui. C'était au Stade de France. Pas les mêmes privilèges. Il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, un truc comme ça. Et c'était en plein tournoi de Roland-Garros. Et grâce à un copain qui est un peu dans le rock aussi, il avait réussi à nous faire rentrer. Voilà, c'était absolument génial. On avait pu aller dans la loge avec le groupe ACDC. Enfin voilà, c'était mythique. Et Djoko, il est en plein tournoi. C'était un samedi soir, je crois, en première semaine de Roland. On était en tribune. Il n'est pas venu devant la scène, ça faisait un peu trop de bruit, mais on était en tribune présidentielle après. Et il était debout. ACDC comme un dingue. Il est parti avant la fin parce qu'il avait le tournoi, mais voilà, c'est des mecs qui vivent comme tout le monde, quoi, tu vois. Mais après, bien évidemment, leur métier, leur profession les oblige aussi à faire attention à tout, quoi. Sinon, tu peux pas perdre de l'énergie comme ça. Et nous, on va faire attention au Federer-Zverev qui se profile donc en demi-finale. On va vous afficher les codes de ce match-là, Roger Federer contre Alexander Zverev. On vous proposera un combo boosté, mais après la présentation des deux demi. Alors, Roger Federer est favori à 1,45, Alexander Zverev à 2,40. Non, moi, là, pour le coup, Ça y est, là, c'est fait dès que ça, tu vois. c'est fini, là. Plus jamais je parie contre Roger Federer. Ah, Non, je plaisante, mais- là, tu vois, pour moi, c'est là qu'on va se rendre compte de la dimension d'un mec, la dimension mentale d'un mec comme Federer. Je pense que lui va être prêt à mourir sur ce court pour aller en finale du Masters. Moi, je reste comme sur les deux émissions d'avant. Pour moi, il est inconcevable que Federer perde ce match. Mais Il veut sa finale face à Djoko. il se souvient très bien de leur rencontre l'an dernier à ce même Masters en match de poule, ce qui avait permis d'ailleurs un match très important puisque ça permettait à Federer de se qualifier pour les demi-finales, où Zverev avait
menait 4-0 dans le tie-break du premier set, avait eu une balle de set dans ce tie-break. Finalement, Federer avait réussi à gagner ce tie-break, fait le break d'entrée, 7-6, 2-0, et tout d'un coup, on va dire que le Federer qu'on a un petit peu en ce moment, tu vois, depuis quelques mois, un espèce de petit passage à vide, ce qui permet à Zverev de revenir à une manche partout. Et dans le troisième set, ça a été un petit peu mano à mano. Et au moment où Federer a fait le break, dès le troisième jeu du troisième set, là, Zverev a lâché, j'ai presque envie de dire, a lâché physiquement, comme on s'y attend un petit peu aussi cette année, puisqu'il nous dit qu'il est fatigué. On se dit que si jamais c'est très accroché, peut-être qu'à un moment, il ne va pas tenir la cadence qu'imprime Federer. C'est-à-dire que ça va vite. Et j'ai envie de dire que Zverev, pour moi, ne peut pas gagner ce match-là, parce que autant il est très très fort sur des mecs qui tapent, qui sont en rythme, et qui font toujours un petit peu la même chose, mais Federer va lui faire ses petites chips de revers, va lui mettre des balles basses un petit peu comme Anderson, c'est-à-dire des mecs qui font quasiment 2 mètres, l'obliger à venir au filet. Zverev au filet, c'est une catastrophe. Donc il y a toute une dimension du jeu tactique dans laquelle Federer est plus fort que Zverev. Après, la puissance de Zverev, s'il sert très très bien, que Federer ne sert pas très bien, ce qui peut arriver, et qu'il arrive à dicter le jeu du fond du court, on peut arriver sur du tie-break assez rapidement sur un premier set très important. On va aller voir les codes de ça. Et que si Federer ne fait pas le break assez rapidement, ne met pas tout de suite la tête de Zverev sous l'eau, il peut y avoir une grosse bagarre. Mais dans l'absolu, s'il y a grosse bagarre, je pense que mentalement, Federer sera plus fort. Mais c'est chaud. On n'a pas encore les cotes là-dessus. Sur Coco. quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pas écouté en fait. Si, j'ai Federer, entendu. Mais on n'écoute pas. J'ai entendu tie-break, mais j'ai pas tie-break. Non, mais est-ce que tu On n'a as pas plus sur 3-7, J'ai des pas, trucs j'ai comme pas, cut j'ai pas d'over-under, mais- ni sur le match, ni sur le premier set. D'accord. Et Voilà. ok, très Attends, il y bien. a Meditov qui dit Non, j'ai pas tu- grand-chose. Tu ne penses pas que Zverev est trop tendre physiquement en plus? Il a beaucoup changé, hein, Zverev. On le suit depuis pas mal de temps maintenant. Il y a 2 ans, je crois, à la fin de la saison, ou 3 ans, je crois, il avait pris 5 kilos de muscles. Donc le mec est en train, en plus, de se bâtir un physique. Moi, je l'appelais le phasme. Il était tout maigre. Mais là, voilà, il s'épaissit de plus en plus. Et on sait qu'à ce niveau-là, ce qui est très important, c'est le dos. Regardez bien le dos de ces mecs. Le premier qui a eu le dos le plus en V, le plus sculpté, c'est Borg. Et après, tous ces mecs-là ont fait attention à ce que ce dos tienne le plus longtemps possible. Parce qu'au service, tous les efforts qu'il y a à faire par rapport à ça, il vaut mieux tailler dans du béton armé, quoi. Et ces mecs-là sont costauds. On va passer sur la deuxième demi-finale. C'est Djokovic contre Anderson. Novak Djokovic qui est à 1,10. Qui, contrairement à ce Kevin Anderson qui est à 5. Qui, contrairement à ce que dit les cotes, cette affiche-là, pour moi, est beaucoup plus serrée que l'autre. Autant Federer, je le vois pas du tout perdre. Je dis pas que Djoko va perdre, mais je trouve que Anderson est plus dangereux pour lui que Zverev pour Federer. Parce que Federer est à 1,45 et Djoko est à 1,10. Mais non. 1,10, je trouve ça vachement bas. Comment alors oui, d'accord, c'est beau parce que c'est la finale de Wimbledon quand même, faut pas l'oublier, mais Djokovic, tu peux lui mettre n'importe quel serveur en face. Regardez ce qu'il a fait d'Isner, tu vois. Enfin, le mec que tu peux servir n'importe quoi. Anderson n'est pas en plus c'est pas un ace machine, tu vois. C'est pas Roddick, c'est pas Ivanisevic, c'est pas Karlovic, c'est pas Isner. C'est un mec qui sert très bien, mais c'est un service propre. Et un service propre, ça suffit pas face à Djokovic. Il faut être vicieux. Il faut vraiment essayer de varier les zones, varier les effets, ce que fait très bien Federer d'ailleurs. Mais sinon, après voilà, Djokovic va varier. Tu attires Anderson au filet, c'est fini, et Djokovic est 100 fois plus fort peut-être en passing à l'heure actuelle que Federer. Donc pour moi, il n'y a même pas de match, quoi. Mais je suis d'accord, moi je vois Djoko. Comment je peux dire ça? Je vois Djoko Favo quand même, tu vois. Ah, mais moi aussi. Je suis largement. Ah, mais je te suis. Mais 1,10, ça te choque pas? 1,10, je trouve ça vachement bas. Tu vois, je l'aurais peut-être vu au 1,30, peut-être, 1,35. Ça, je sais pas, ça c'est toi qui connais les codes. Oui. J'en sais Bah, rien. moi, je te le dis, de mon avis à moi, 1,10, je trouve ça vachement Non, bas. mais je vois même pas Anderson gagner. Moi, je clique pas sur le 1,10. Eh bien, heureusement, parce qu'on a un combo boosté justement pour vous régaler et vous faire cliquer. Alors, on ne va pas l'afficher, voilà, parce qu'on l'a fait au dernier moment, vu que les codes sont arrivés assez tard. Vous allez bien m'écouter, vous allez aller dans l'onglet code boosté, Paris sportif code boosté, et je vais laisser Coco, du coup, c'est son métier, les codes. Voilà, elle est là, la cote boostée. Federer qui gagne 2-0 contre Zverev et Djoko qui gagne 2-0 contre Anderson. Et tenez-vous bien, ça tient jusqu'au début du match de Federer.
Donc vous avez encore toute la nuit pour Ça prendre passe de cette cote. 2,77 à 3,50. Voilà, boosté à 3,50. Voilà. Federer en 2-0 et Djoko en 2-0. J'ai un doute sur le Federer. Après, le Djoko, non. Moi, je vois les deux. Pas Les deux c'est une belle cote boostée, ça me plaît bien. Mais je vois, attends, parce que Bien plus que le 1,10, tu vois. j'ai vu une question, mais il y en a tellement là qu'à un moment je l'ai perdu. Ah oui, c'est Scrabble qui disait c'est un service très lourd, Anderson. Non, 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 non. Justement, il y a une différence. La lourdeur de balle. Nadal a une balle très très lourde parce qu'il y a un poids, il y a une dimension physique qu'il arrive à mettre dans la balle. C'est dingue quand vous avez la première fois que vous avez la balle de Nadal, j'ai eu la chance de l'avoir une fois dans la raquette, c'est une boule de bowling. T'as joué contre Rafa? On a fait quelques balles. J'ai pas joué contre lui, on a fait quelques balles. Alors Mais comment c'est par rapport à Coco? Non. Mais toujours est-il que tu as l'impression que ton poignet explose. Et si tu tiens pas bien ta raquette, il te détruit. Et il le fait dès l'échauffement. C'est-à-dire, en plus, tu vois, il y a une espèce de guéguerre psychologique qu'il met tout de suite. Et sa balle est très, très lourde. Pas Anderson. Sa balle est rapide, mais elle n'est pas lourde. C'est pas un joueur lourd. Physiquement, le poids qu'il peut mettre dans la balle n'est pas suffisamment impressionnant. Un joueur qui avait une frappe lourde, terrifiante, c'était Marc Philippoussis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec-là, qui mettait tout son poids physique là-dedans, quoi. Parmi les 10 premiers mondiaux, celui qui a une frappe lourde, vous avez Nadal, vous avez Thiem. La balle de Thiem est très lourde aussi parce qu'elle est très liftée. Isner, sa balle est très lourde parce qu'il il y a 110 kilos de barbac là-dedans, quoi. Donc ça, c'est énorme, mais pas celle d'Anderson. Il y a de ça aussi, Didi Lafleur. Oui, c'est peut-être le 1,10, c'est peut-être pas trop bas, même si je trouve quand même bas. C'est le 1,45 qui est haut. Le 1,45, il est beau, c'est vrai. On va nous jouer maintenant. On vous a proposé cette magnifique cote boostée sur les demi-finales de Londres qui tient jusqu'au début du match de Federer. Cette cote boostée, Federer qui gagne 2-0 et puis Djoko qui gagne 2-0. Voilà. En tout cas, là, on est en train d'annoncer... une finale Federer-Djokovic. C'est ce qu'on est en train d'annoncer sur ce qu'on plateau. voulait au début du tournoi. Ce qu'on rêvait tous. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va jouer au jeu des photos. Il y en a 7 aujourd'hui. Voilà, dans le chat, vous mettez point d'exclamation quiz. Team Benoît, Team Coco. Et donc, c'est pour ce magnifique jeu des photos. Il y a 5 € par bonne réponse. Alors, juste avant que tu commences, t'avais fini la présentation ou pas? Vas-y. Parce qu'il y a Mahu et Herbert qui sont en train de jouer le double, là, contre Sock et Bryan. Pas une petite équipe de double, ils ont gagné le premier set. Ça veut dire qu'en gagnant le premier set, ils sont d'ores et déjà sûrs d'être qualifiés pour les demi-finales, ce qui est une première. Ils ne sont jamais sortis des poules jusqu'à présent au Masters, et ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Donc ils sortent, ils vont si jamais ils battent Sock et Bryan, ils finiront premiers de leur groupe. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une énorme performance qui va bien évidemment, dans leur tronche, leur permettre d'arriver après sur la Coupe Davis. Bien, quoi, costaud. Ce qui n'était surtout pas gagné après le premier match. Certainement pas. Donc voilà, c'est très très bon ce qui est en train de se passer en double en ce moment. Et c'est très bon ce qui va se passer maintenant aussi. Il y a un thème ou on part sur n'importe quoi? Il y a un thème que je ne dirai que si vous êtes en galère. D'accord. Ok, on va commencer par... Attends, je vérifie. C'est bon, ça marche. C'est bon? Ouais. Alors, première photo avec la balle qui cache. Hein? Voilà, c'est bon. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un gaucher, hein, oui, vous l'aurez remarqué. Oui, merci, voilà. Oui. Il fait finale en 2005 Oula, à Roland-Garros. C'est un Argentin. Bah, c'est Gaudio. Non. c'est Puerta. Ouais. Bah, il fait pas finale, Puerta. Si. Ben si. À Roland. Ah si, en 2005, c'est en 2004. Nadal. Toi, je savais que tu m'as fait la même il y a 2 jours. Mais ouais, c'est Tu dingue. m'avais mis Gaudio en 2005 Mais tu aussi. sais que Coria, Gaudio et Puerta. Je sais, Il a été quand même c'est suspendu la période 8 ans Roland que t'aimes aussi pas. pour dopage, on Oui. le rappelle. Voilà. On enchaîne. Oui, Ça, c'est Fernando González. exactement. Exactement, bien joué Ouais, Benoît. c'est Gonzo la dynamite. Qui a quand même terminé sa carrière après une défaite contre Nicolas Mahut à Miami en 2012. Ouais, Il s'est retiré alors, mais après une c'est défaite Gonzo. contre Nico. Non mais c'est beau, je C'était trouve. extraordinaire. Hein, Gonzo à voir. c'est sympa, c'est vrai. On enchaîne, du coup ça fait un partout. Trop facile, je vous donne même pas d'indice. Ça a été un des tout meilleurs joueurs du monde. Moi, je dirais Leighton Hewitt. Non, mais non, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus... C'est petites portions. C'est un joueur de terre. Ah bah si. J'ai une réponse Vas-y, pastèque. vas-y.
Vas-y, je Je suis sais. qu'une grosse merde. Vas-y. Vas-y. Nalbandian. Non, pas du tout. c'est Coria. Exactement. Ouais. Ben ouais. Bien sûr, c'est Bah, regarde, parce regarde, que comme il il est plus large taillé. Là. pour moi, Il fait Nalbandian. mais t'as c'est vu pour tout ça. fin, tout. Oh, la J'adorais ce joueur, mais j'adorais facile, hein. ce joueur. J'adorais. Voilà, c'est dit. On enchaîne. Trop facile. Énorme cuisse. Ouais, trop facile, j'aimerais t'y voir. à notre Eh, place, quand mais même. dis donc, ce serait pas le Deep, ça Arnaud Di Mais Pasquale non. Oh oui, tu fais chercher loin. Il là. gagne Roland. Attention, il gagne Ah, bah, Roland. en c'est 2004. Gaudio. Exactement. Et donc Coria qui perd contre Gaudio en 2004. Cuisson 8-6, du ça, t'as vu Gaudio. Ouais. Gaston. C'est à l'ancienne, hein, ce qu'on donne. C'est à l'ancienne. Le prochain, c'est un cadeau. C'est un cadeau, on l'envoie tout de suite. Ah, j'adore. Bah, c'est Federer. Ah, merci. J'ai eu peur quand même. Allez, l'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est un gros serveur. Bon, je prends juste les indices, moi, c'est Roddick, allez. Non. T'as dit c'est un Il gros fait serveur. demi à Roland en 2006 où il perd contre Nadal. En 2006. Alors, vous pouvez essayer de gratter un peu sa chevelure, peut-être. Ah, c'est qui est blond, non-existante. on dirait un blond. Ah Ljubicic. Oui. Merci pour C'est la chevelure. Mais moi, je le vois pas qu'il n'y a pas de 4-2. cheveux. On le voit pas qu'il n'y a pas de cheveux. C'est pas Benoît qui a gagné. Hein. Attends, non. Attends, ça fait combien? On compte, on 4-2, compte en régie 4-2. ou pas? 4-2, t'es sûr? Et oui, Bah, c'est ça. c'est la dernière question, c'est ça. Non, c'est pas la dernière. Liubi fait demi en 2005. Donc il n'y a pas 4-2, il y a 3-2. Demi à Roland Il Garros. fait demi en 2006. 2006. En 2006. Il perd contre Rafa. Si t'en as 7. Ah non. On enchaîne. Encore une. Ça c'est Nalbi. Exactement. C'est Nalbandian, notre cher Nalbandian. Il y avait beaucoup d'Argentins hein, dans ce jeu. Dis donc, C'est terminé. Argentina, hein, dis donc, c'est Argentina. Eh ouais. Eh, Voilà, dis, ça oh. fait 5-2 pour Benoît, c'est pas mal. Donc ça fait 5 x 5, 25 pour la team Benoît et 10 € pour la team Coco. Voilà pour cette première distribution de Freebet, les amis. T'as la Mondour Pourquoi qui ça dit, te mais fait rire regarde les sponsors. Ah, non, si, ouais, Ah ouais, mais non, c'est bah vrai, alors, mais alors. vous voulez qu'on aille mais jusque c'est vrai, là mais Bah, tu si, sais, mais ça va si, t'aider. après, c'est vrai que même sur les raquettes et tout, mais. Et après, t'as l'angoisse, hein, moi j'ai l'angoisse et j'ai le Coco en face, là, qui me regarde bizarrement. Hein. Allez, on va passer nous maintenant à Planète Tennis. Et on va passer en mode ATP nouveauté, parce que voilà, le circuit masculin va faire peau neuve en 2019. Déjà, il y aura un nouveau logo. Et je vais vous montrer un peu l'évolution Oh de là ce là, logo. passionnant. Ben ouais, non, écoute, c'est la planète tennis. Ce qui se passe sur la planète tennis, c'est bien voilà, on va changer de Eh ben, c'est le plus logo. beau depuis le début. C'est vrai qu'il est pas mal. Et oui, et alors ce qui est aussi précisé, outre le logo, etc., ça c'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais les innovations testées lors des Next Gen ATP Finals seront mises en place toute l'année. Et ça c'est Ouais. autre chose. Bah, Vous allez voir lesquelles la déclaration de... On ne sait pas encore lesquelles, mais en tout pas cas toutes. Chris Kermode, président de l'ATP, Ah, mais lui, il me fait peur, lui. Lui, il me fait a commenté la campagne à venir, justement en parlant de ces innovations de la Next Gen, vont nous permettre d'attirer plus de fans autour du monde. On n'a pas encore de précision sur lesquelles exactement. Si ça concerne les serviettes, c'est pas très grave. Attends. Les serviettes, ça va. Nous adoptons... Où tu dis qu'il met, qui va le faire? C'est ce qu'il dit en général, on ne sait pas encore quoi, mais en tout cas, je ne sais pas encore quoi. Ah, s'il me retire les avantages, je vais être fou. On va laisser en le grand tennis, qu'on puisse non, lire, non. on va laisser en plein pot qu'on puisse lire, nous adoptons. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui va aller nous parler avec Amazon, nos innovations, rester pour les next. Il veut développer son tennis, il veut toucher un plus grand... Qui réunit des légendes et des joueurs à devenir. Oh là 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 là, je peux plus. Non, je non, peux mais plus de ces mecs-là. Moi, tu me retires l'avantage, je sais pas si je continue à C'est suivre donc tennis, le moment c'est- idéal pour attirer de nouveaux fans. Voilà, t'imagines que les mecs ne pensent Il veut qu'à faire ça, grandir quoi. son sport, il a le droit. Mais non, mais ils ont. C'est louable de T'as vouloir faire... l'impression qu'ils ont peur que le tennis qu'on connaît à l'heure actuelle est un sport moribond dont tout le monde se tape, quoi. Purée, mais pourquoi? Pourquoi tout d'un coup tout le monde est en train de flipper sur l'avenir du tennis? C'est quand même dingue. Ils sont en train de foutre un bordel sans nom, quoi. Est-ce que c'est pas lié justement aux anciens qui sont toujours là et qui dominent, tu vois, Federer? Mais tout c'est ça qui les emmerde. Ils ont peur que les nouveaux, ça n'ait pas la même impact que ces noms-là, tu vois, que ça attire pas autant. Donc que ça ils vont fasse pas changer autant un rêver. sport pour. Ils ont du mal à trouver- s'imposer, du coup ils veulent adapter, je sais pas. Ils veulent Et adapter. il y a plein de règles, je suis pas pour. Ils veulent trouver des sponsors. Mais attends, à la rigueur. Le cas de jeu, le avantage, faut pas voir ça. Vu les corones de ces gars-là, je peux te dire que si il va nous faire le coup de la serviette, à la rigueur, mais ça c'était déjà Mais ça, c'est pas envisagé. gênant. Mais après, c'est impossible. C'est impossible. Parce que si jamais
Imaginons hein, qu'ils nous foutent les sets en 4 jeux. Non, les mais ça, Noad, je les crois pas machins, mais on va. Les pas d'avantage. Il n'y a plus de tennis. Les pas d'avantage, c'est terrible. Non, je sais que ça a été discuté depuis longtemps, effectivement, le LED peut passer. Et effectivement, ça, c'est pas un truc gênant. Il y en a peu. Et ce coup-là, des serviettes, et peut-être, pourquoi pas, nous foutre des vidéos non, mais tu sais, les décisions là, des arbitres via ordinateur, mais ça coûte tellement la peau des fesses après pour les tournois de s'acheter ça que bon, c'est très compliqué économiquement parlant aussi. Faut juste pas qu'ils touchent au format du jeu, c'est ça que je veux pas. Qu'on touche au format du déroulement d'un match. Ta demande à l'ATP, Coco, on va rester sur l'ATP. Attends, il y a Miguel qui dit c'est quoi l'histoire de la serviette, c'est vrai. Ce n'est plus les ramasseurs de balles, il y aura des... ça a gueulé cette année parce qu'il y en avait qui jetaient la serviette comme ça, nanana, tu vois, parce qu'ils sont concentrés dans leur match et que c'était devenu un truc, voilà. Donc, en fait, tu avais le ramasseur de balles qui était là pour ramasser les balles et en même temps apporter la serviette. Donc, ils se sont dit, il faut arrêter ça. Et donc, sur la Next Gen à Milan, là, ils ont mis un petit baquet et donc les joueurs mettaient leurs serviettes dans le baquet et c'est eux qui allaient chercher leurs serviettes, s'essuyaient, la remettaient, tout ça. Et comme ils n'ont que 25 secondes pour enchaîner les points, là, c'est eux se dépêcher et pas tout le temps s'essuyer. C'est vrai que, parce que quand tu réfléchis bien, il y a pas si longtemps, la serviette, mais ça n'existait pas. Dire à la rigueur, tu te dis, mais pourquoi ils ont des poignets Des poignets, ça sert à quoi les poignets? Ça sert à quoi? Même sur le front, les bandons sur le front. On sait pas. Ça sert à quoi? Faut bien se rendre compte qu'à un moment ou un autre, on en était arrivé à suspecter certains joueurs de mettre de la cocaïne dans les poignets éponges. Et donc, quand tu vois, il s'essuyait comme ça, hop, il continuait à jouer. Donc, il y a eu tout d'un coup une espèce d'angoisse par rapport à ces poignées éponges. On se dit, oulala, attention, on ne peut plus vérifier ça, donc dangereux. J'avais jamais entendu ça. Ah, bah, moi non plus. Bah oui, malheureusement. Allez, on continue, on reste avec nos amis de l'ATP parce qu'hier, en début d'après-midi à Londres, l'ATP a dévoilé son plan pour l'ATP Cup, la première édition qui va se dérouler du 3 au 12 janvier 2020, donc 6 semaines après la finale, les phases finales de la Coupe Davis. Modalité du tournoi, vous voulez savoir, il y a 24 équipes réparties dans 6 poules. C'est sur 10 jours, 6 pour les phases de poules, dans 3 villes différentes. Alors non, mais ce qui est important, c'est qu'il y aura 750 points ATP pour le vainqueur et qu'il y aura 15 millions de dollars. Il y aura 750 points ATP pour les vainqueurs. Parce que je te rappelle que ce sera un maximum de 5 joueurs par équipe. En imaginant... Pour l'équipe vainqueur, si tu veux. Ah bah oui, c'est énorme. Parce que, bon, là, encore une fois, c'est pas précisé. Qui va toucher ces 750 points? Ça veut dire que vous avez 2000 points pour les vainqueurs de Grand Chelem, vous avez 1000 points pour les 9 Masters 1000, et après, c'est le tournoi 500 points. C'est-à-dire que là, donc, il va y avoir 5 joueurs, c'est le max. Peut-être qu'il n'y aura pas 5 joueurs dans une équipe, ils pourront en mettre 3, 2, 4, ce qu'ils veulent. Mais bon, qui va toucher ces 750 points? Est-ce que ceux qui ont joué ou peut-être ceux qui n'ont pas joué, qui étaient dans l'équipe mais qui étaient là quand même? Là, c'est la guerre. Hein. Là, que les choses soient très claires, c'est la guerre. C'est-à-dire que l'ATP, bien évidemment, déclare la guerre à la Fédération internationale de tennis et le Gérard Piquet et Cosmo Group et compagnie, là, avec leur il n'y a pas de points ATP à gagner. Oui, mais justement, c'est que vous voulez continuer à faire votre espèce de Coupe Davis pour Havre. Nous, on va donc créer l'ATP Cup, une espèce de championnat du monde, voilà. Alors, vous aviez 18 équipes. Nous, on en aura 24, dites donc. Et vous jouez ça sur 7 jours. Nous, ce sera sur 10 jours. Et puis, on va faire ça dans 3 villes. Mais nous, ce qui est mieux que vous, c'est qu'il va y avoir des points. Il y a du fric aussi, vous inquiétez pas, il y a du fric. Il y a du fric. 750 points, ça passe sur quasiment top 50, quoi. C'est dingo. Donc, bien évidemment, vous avez d'un côté, alors, l'ATP. Bien sûr, l'ATP. Encore une fois, il y a le directeur de l'Open d'Australie qui est dans l'histoire et tout ça parce que ça va jouer en Australie. Quand tout le monde va en Australie, bien évidemment, pour se préparer pour l'Open d'Australie qui aura lieu juste après. Donc, bien évidemment, ça tombe bien l'histoire. C'est parfait, très bien. Ils ont raison. Moi, je trouve que dans l'absolu, pourquoi pas? Mais mettez-vous d'accord ensemble. Effacez vos petits égos, là, les gars, et travaillez ensemble. Vous êtes en train de foutre une telle merde que ça pourrait même... Vous allez tuer la poule aux œufs, les loulous, à continuer à faire vos petits trucs dans vos coins. Parce que tout le monde fait ses trucs dans ses coins. Vous avez en ce moment donc Federer qui fait sa Lever Cup, l'ITF
qui fait sa transformation de la Coupe Davis, on ne sait pas pourquoi. Là, l'ATP Cup qui arrive. Vous avez Djokovic qui travaille dans les couloirs pour que les joueurs aient plus de fric en faisant virer des mecs. Et il soutient l'ATP Cup, hein, Djoko. Mais comme Federer, comme Nishikori, comme Isner. Il n'y a que Rafa. Voilà. Mais Rafa, c'est l'Espagne, c'est Piqué, c'est l'Espagne. Donc le Rafa, lui, il est un peu quasi merde, qu'il fait, il est dans la merde. Donc pour l'instant, mais attends, il n'a rien dit sur l'ATP Cup. Mais toujours est-il qu'il n'est pas dans le film promotionnel. Non. Je crois Non. pas. Mais bon, les autres sont là, quoi. Tu vois, les Zverev qui a dit, moi, la Cosmos Cup, je la jouerai pas. Ouais. L'ATP Cup, j'adore. Mais pourquoi pas? Après, le but du jeu, c'est de se dire que créons ce rendez-vous comme une Coupe du Monde de tennis. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est pas pour ça. On peut très bien faire une Coupe Davis une année sur 2. Et puis l'autre année, on se fait une Coupe du Monde de tennis, comme ça, pareil, avec des points pour chaque épreuve, avec du fric, s'ils veulent du fric. Pourquoi pas? Donnons du fric, puisqu'ils en ont du fric. Donnez du fric, distribuez du fric. Vous aurez des sponsors et vous allez faire en sorte que le tennis soit effectivement visible. Alors là, encore une fois, on va jouer avec 2 simples et un double. Et l'ATP Cup, c'est pas très clair, parce qu'apparemment, il y aurait 2 simples, et si jamais il y a 2-0, il n'y aura pas de double. Alors bon, d'accord, eh bien, donc est-ce qu'on prend des joueurs pour jouer le double ou pas? Enfin, il y a plein de questions qui se posent, c'est pas clair encore. Après, c'est qu'en 2020, alors que la Cosmos Cup, là, l'espèce de Davis Cup, commence dès l'année prochaine. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et de toute façon, même si Chris Kermode, le patron de l'ATP, dit « Oui, mais on peut très bien vivre avec 3 événements comme ça, où on a des équipes avec la Lever Cup, la Cosmos Cup et l'ATP Cup. » Non, on peut pas. On peut pas avoir ça, parce que c'est n'importe quoi. Dire moi, je suis spectateur, je ne sais plus, quoi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui représente véritablement un pays ou une nation? Quand tu as Djokovic qui monte au créneau en disant oh, c'est génial de pouvoir jouer pour son pays, mais tu te fous de la gueule de qui? Mais elle sert à quoi la Coupe Davis? C'était quoi la Coupe Davis? Il l'a redit, j'ai la déclaration de Novak Djokovic, on va la voir. Représenter un pays, ça. Non, mais c'est clair. Il y a peu d'événements par équipe. Cette compétition va réunir de nombreuses nations. Je serai ravie et fière de pouvoir y représenter mon pays. Ça, c'est la déclaration après la modalité de l'ATP. Mais en plus, il pouvait le représenter en Coupe Davis, son pays. Mais il y a un grand flou, mais il l'a fait. Mais il y a un grand flou artistique aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques en 2020. Et jusqu'à présent, pour pouvoir être sélectionné pour ton pays et représenter ton pays aux Jeux Olympiques, il fallait être sélectionné, je ne sais plus ce que c'était les modalités exactement, mais il fallait être sélectionné en Coupe Davis et jouer la Coupe Davis. Pas tout le temps. Là, purée, la Coupe Davis, mais bon, si les mecs ils jouent plus 4 rencontres par an, mais peut-être qu'une, comment on va faire pour 2020? Donc tu sais plus. Donc tu dis, mais qui va se retrouver aux Jeux Olympiques? Comment ça va se faire? Et on ne sait pas. Allez, on va enchaîner, juste faire un petit coucou, peut-être qu'elle nous regarde, non, je plaisante, mais Agnieszka Radwanska qui a pris sa retraite. Qu'il a annoncé sur Twitter, voilà, elle expliquait que son corps ne répondait plus aux exigences du haut niveau. Voilà, juste saluer quand même Radwanska, qui a beaucoup apporté au tennis féminin aussi. Et au passage, comme on parle de Radwanska qui arrête, est-ce que tu as des nouvelles de Wozniacki, dont on disait qu'elle avait chopé, je ne sais plus quelle maladie, là, elle n'a pas chopé, elle l'a, mais non, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Polyarthrite, on ne sait pas. Pour l'instant, elle envoie pas mal de photos. Elle est allée au soleil, là, elle était sous la neige. Et Muguruza aussi, il fait beaucoup de photos. Balade, oui, attends. Elles ont raison. Elles ont allez quoi, 2 semaines où elles peuvent s'échapper de tout ça. Mais Radwanska, bien sûr, moi j'aimais bien Radwanska. C'était étonnant parce que c'était un tennis à l'ancienne, mais elle a réussi à faire des trucs extraordinaires. Elle était numéro 2 mondial, Radwanska. Allez, nous on va jouer à Deuce. Je vois que le temps file et je pense à la partie de ping-pong. Et là, c'est le Deuce de Diabaté 88. On va le créditer de 10 €, Diabaté 88, parce que c'est lui qui a été sélectionné pour ce magnifique Deuce qui est donc sur le thème du Masters. Et je vous dis, il y a 2 petites questions cadeaux que j'ai déjà posées dans cette émission. Donc ça devrait aller pour vous. Vous mettez dans le chat, point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît. Il y a 5 € par bonne réponse. Et on commence tout de suite par Benoît. Oh, mais c'est toujours moi! Je n'ai pas vérifié les réponses, donc j'espère, Diabaté, que tu as fait le travail comme il se doit jusqu'au bout. Allez. Qui détient le record de participation? Au Masters? C'est Federer. C'est ça. Ça fait donc 30... Oui, pardon, c'est pas 5 € par bonne réponse. J'oublie à chaque fois ce jeu, mais c'est bien ça. Merci. En régie. Federer, 16. Coco, 15, je crois. 16. 16. C'est sa 16e participation. Je la rue, moi, je n'ai pas révisé le match. Quels sont les 2 joueurs français arrivés en finale en simple? Ouais, je sais.
Il y en a une en 2001 Je et l'autre en sais, 2011. Ouais, je t'aurais dit les deux. Allez, Coco. Je m'en souviens, ouais. Coco. Coco, Coco. ça ne dure pas la nuit. Réfléchis. Ah bah non, mais on a une partie de ping-pong, là. Allez, tac, boum, deux noms. Bon, c'est perdu. Allez, 20 €, c'était Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean et Joe Ah. Wilfried Tsonga. Quel est le nom de la seule paire française? Ça, je l'ai déjà posé, donc j'espère que tu as retenu. Quel est le nom de la seule paire française vainqueur en double au Masters et en quelle année? Non, je te le laisse, 2005. Mais quel est le nom de la seule paire française vainqueur en double? Et oui, eh ben, tu sais, parce que je m'en souvenais pas. Bah ouais. Et ça m'a énervé. Et donc, voilà. Bien évidemment, parce que ça m'a énervé. Donc c'est Liodra et Santoro. Et qui ont fait aussi une finale l'année d'avant, je crois, ou l'année d'après. Donc deux fois en finale, mais ils ont gagné, hein, Liodra et Santoro. C'est l'époque où il y avait les pour Brian Benoît. Bryan qui raflaient tout. Imagine. Coco, quel est le seul joueur à avoir 100% de victoire au Masters? 100% de Il a fait victoire. une participation. Ah bon donc, Et en plus, c'est très récent. Davydenko. Bah non, c'est Dimitrov. Ah la vache. Bah ouais. C'est bon ça. Ça fait 15 pour Coco. Benoît, cite-moi 3 des 6 joueurs qui n'ont pas été numéro 1 et qui n'ont pas gagné de tournoi du Grand Chelem dans leur carrière et qui ont remporté le Master. Allez, cite-moi un. Un, ça suffira. Bon, t'as pas numéro 1 et pas vainqueur de Grand Chelem. Ouais. Il y a Nalbandian, Oui, t'as Davydenko oui. Et puis, bah, on vient de le dire. et Dimitrov. Ouais. Bon, c'est bien, c'est validé. Ça fait donc Oh la 40 vache. pour Benoît. Putain, je Qui suis pas mal détient là-dessus. le record de finales consécutives, Coco? De finale Qui consécutive. détient le record ça, de je finales sais, ça. consécutives? 9, en tout. Ouais, je sais. Ça, c'est Ça dingue. date. Ça, c'est dingue. On peut lui dire que ça date. Ça date. Ça date. Sors-nous un nom de. Ah un non, nom mais qui bon. date. C'était magique. Sampras. Non. Ivan Lendl. Exactement, c'est ça. Ouais, ça ça fait datait 10 encore pour plus Coco. du coup. Le lieu du titre de Kuerten en 2000. Oh, j'y étais. Ah non, mais c'est dégueulasse. C'est Lisbonne. Oui, c'est ça. Ah oui. Exactement. Ah oui, oui. Bah pourquoi c'est dégueulasse? Oh, bah voilà. Non, mais parce qu'il n'était pas né, Coco. Il peut pas le En 2000, savoir. il était né, Eh en non, 2000, il était pas quand né. même. Il était pas né. C'était extraordinaire. Combien de fois depuis 1973 et le classement ATP sur 45 éditions donc, le numéro 1 mondial pendant le Masters a remporté le Masters? C'est hyper dur, Diabaté, ça. Hein. C'est hyper dur. Combien de fois Combien de depuis fois le début depuis 73 et le classement ATP, donc sur 45 éditions? Allez, 27. Combien de fois sur... Non, mais donne-lui 3 chiffres. Allez, Parce t'as que- 3 chiffres. C'est moins. Mais moi, je sais pas. Non, mais c'est dur, là. Franchement, Aucune. 15. c'est plus. 22. Allez, je lui offre, c'est 20. Non, je te l'offre, elle est trop dure, celle-là, Diabaté. Franchement, on Donc, remonte quand même Coco à en 15. 45 Masters, 20 fois. 20 Ouais. fois le numéro 1 a gagné le Masters. Ouais, c'est ça. Le numéro 1 pendant le Masters. C'est quasiment une fois sur deux. C'est costaud, quoi. John McEnroe est le recordman de victoire au Masters en double. 7 qui était son coéquipier. Ça, je l'ai dit aussi. Mais non, mais c'est vrai. Peter Fleming, Exactement. bien sûr, le grand blond. Le grand blond avec une chaussure noire. Ça fait 50 €, Benoît. C'est un sans faute pour toi. Vache. Et Coco, la dernière, quel est le nom du seul équatorien à avoir participé au Masters? C'était en 2000. En 2000 Ouais. En 2000 Ouais. J'ai une idée. Mais alors, il était au Masters, lui? La vache. S'il trouve pas, je te dirai. Hein. Coco? C'est 3 secondes, parce que Parce là, que il y a le, des... vu toi, moi, celui de le la seul semaine dernière équatorien avec que je Pierrot. connais très fort, c'était Gomez, André Non, c'est Gomez. pas ça. Non, mais c'est pas lui. Ouais, c'est pas lui. Lui, c'est les fins Alors des années 90, début 2000. Fin des Oh, années je sais 90. pas. Début des années 90. Moi, je dis Nicolas Lapenti. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est pas le Nicolas point pour Benoît, Lapenti hein. a fait Et ouais. le Masters. La vache. Benoît, Team Benoît, 50 €, Team Coco, 10 €. Donc, et puis du coup, on va direct filer à la partie de ping-pong. Voilà, parce que c'était un peu long. Mais on va faire la partie de ping-pong. Et on en profite pour vous dire que Nico, Mahut et Pierre Hugerbert ont gagné leur double, finissent premiers de leur groupe et sont donc qualifiés pour les demi-finales. Ils battent Sock Bryan, contre qui ils avaient perdu à Bercy dans un match de dingo en quart de finale. Et ben ils ont gagné là en 2 sets, en 2 petits sets faciles. Bon allez, je suis chaud On a la patate. balle hein. Là t'as aucune. Et alors, on voulait juste vous dire une petite chose parce qu'on en a parlé avec Coco. Ah, et on me l'a pas dit. Ces Ça parle. raquettes sont très très particulières. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est Déjà, que il y a des des fois- marques dessus, tu vois, il y a des C'est-à-dire que trachées des et tout. fois, même si on centre bien la balle, des fois elle part pas, et puis des fois elle part à 2000 à l'heure. Donc, excusez de nos fautes grossières de débutants. Nous essayons de faire du spectacle, mais ce n'est pas facile. 5 points en 1 minute. 5 points en 1 minute Je commence ou je commence? J'en sais rien. moi. Il n'y a pas d'échauffement. Tu choisis. Bon, allez, tiens, on prend. C'est parti 5 points en 1 minute. 1 point pour Benoît. 1-0. Bien joué.
Ça sort 2-0 pour Benoît. 3-0. Coco. Attends, Pardon, non, tu Et l'as elle gêné, sortait, ça elle compte pas, ça compte pas. Tu l'as gêné. Concentre-toi. 3-0. 4-0. Non. Ah, tu sors. 4-1. C'était annoncé le premier émission. Non, mais là, On je vais va y aller. voir. Non, mais je crois que je vais y aller. C'est un peu trop facile. Voilà, 40 € pour Benoît et 20 pour Coco. Alors, ça sera à gagner cette cagnotte dimanche. Ouais. Tu peux aller jusqu'à 60 €, Benoît. Ouais, Sauf bah, si sinon, Coco ben, t'en empêche. Non, je et vais rester dans l'humilité parce que l'autre fois, ça m'a joué des tours. Donc, je vais rester concentré. Et je vais essayer de vous amener ce 40 €, les loulous. Merci à tous Ou le 60, ou je sais d'avoir pas. été avec nous. Vous avez rendez-vous avec du football juste après ces coups de boost pour Pays-Bas-France. Il y aura Kinchou, il y aura Alban, il y aura Thomas, il y aura Selim. Ce sera Thomas et Selim aux commentaires. Grand moment à venir sur Winamax TV. Merci à tous d'avoir été avec Et nous. t'as dit le rendez-vous pour dimanche? Dimanche, à 18h. On se retrouve dimanche à 18h. Juste avant la finale. La DER, c'est ça, de Sans Filet. Voilà. Merci Benoît, merci Coco. À Oui, demain. ça va, Et ça va. prenez soin de vous. Bon, ok, bien sûr. Pardon.
Bonsoir les amis, coup de boost. Vous êtes bien sûr sur Winamax TV, coup de boost, l'émission où on booste des cotes. Eh oui, c'est logique. Ce soir, nous sommes avec Thomas et Alban. Céline va nous rejoindre tout à l'heure pour les commentaires en live avec toi Thomas, de ce match entre les Pays-Bas et la France, match de Ligue des Nations. Un gros choc quand même tout de même. On s'attend à un beau match avec des buts peut-être. On va le voir, on va en parler dans un instant. En attendant, pendant ces 40 minutes ensemble, on va parler des enjeux de cette rencontre et puis des codes boostés, bien entendu. Avant cela, un petit ticket à gagner. Des cocottes. Des free bets en premier. Oui, Petite tournée de free bets pour vous, les amis. Dans le chat, bien entendu, vous tapez point d'exclamation quiz QUIZ, un petit espace. Et la réponse à cette question, dans quel club évolue l'attaquant néerlandais Ryan Babel? Excellent. En haut de sa tour. Grand club. Grand club, grande des clubs. Ah oui, grand club. Ou pas? Non. Oula. T'as l'air déprimé, Thomas. En parlant, c'est sur Winamax qu'il faut répondre. Le fameux club. Attention là-bas, l'ambiance. À chaque fois, le Lion de Morel s'est qualifié là-bas, donc. Moi, ce club a perdu beaucoup de crédibilité depuis. Voilà, il y en aura 3 d'entre vous qui seront tirés au sort, qui remporteront un free bet de 5 €. On va pas vous faire attendre plus longtemps pour les codes boostés du soir. On va commencer avec la première. En plus, elles sont belles. France ou match nul. Donc il faut que la France gagne ou fasse match nul. Ça englobe pas mal de résultats possibles. Et plus de 2,5 buts dans la rencontre. Donc s'il y a 2-2, par exemple 2-1 pour la France, 3-1, ça passe. C'est énorme. Ouais, code qui passe de 2,50 à 3. Voilà, ça c'est la première code boostée. La deuxième, c'est sur un duo de buteurs. Les deux plus à même sans doute de marquer ce soir. D'un côté, Digne et Virgil van Dijk. Freddy de Jong. Non, pas du tout. Mbappé, plutôt côté français. Depay, côté néerlandais. Voilà, une cote qui passe de 8,50 à 10. Ça, c'est pour vibrer. J'aime bien les cotes à 10 en général. C'est mignon. Moi, je passe des cotes à 15. Donc. Ouais. Non, mais 10 pour gagner 100. Voilà, ça Facile. permet de vibrer. Voilà, Mbappé, forcément, qui fait partie des buteurs français les plus à même de marquer avec Griezmann et peut-être Giroud. Oui, j'allais dire peut-être plus que Giroud, peut-être. Ouais. Non, mais on en parlera. T'as du pif sur la Je sniffe Olivier. Oui, là, depuis ce soir. tu m'en parles depuis tout à l'heure. Je sniffe. Effectivement. Ouais, je sens ces trucs. Et puis, il y a ce combo boosté. Ça, c'est nos amis traders qui proposent ça. Ça porte sur des matchs de ce soir. Elle passe de rien à 8. Slovaquie, Brésil, tous vainqueurs. Non, elle passe. T'aurais pu le centrer quand même. En fait, les cotes évoluent sur ces rencontres. Ah, donc ça les sert à rien de dire c'est à 7,02, c'est à 7,08, ça change tout le temps. Qu'est-ce que vient foutre Voilà. la Slovaquie entre la France et le Brésil? Donc quoi, un coup de boost réservé à beaucoup de surprises. Mettre la Slovaquie au même niveau que la France et le Brésil. En tout cas, c'est une cote grosso modo qui passe de 7 à 8. Voilà, France, Slovaquie et Brésil, tous vainqueurs ce soir. On va rentrer dans ce match tranquillement. Dans le vif du sujet. Oui, tu sais que j'aime bien cette phrase. Oui, c'est pour ça Je que l'ai pas prononcé exprès. Oui, Tu vois, je tu change un peu. savais que j'allais le faire. Je mixe ma range On est de mots. complémentaires. Et tout à fait. On est compatibles. On est télécompatibles. Bon, il nous regarde bizarrement. Là. Ça suffit. Je me trouve de plus en plus bizarre en fait. Première. Écoute, on se le dit souvent. Ouais, c'est vrai. Mais On est fou, hein, force d'être sur Winamax TV, c'est compliqué. sinon, oui, je finis sur l'équipe d'Estelle. Quoi. Ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est pour finir comme Florent Gazan. Je préfère être fou ici. Allez, premier axe de débat, la défense de l'équipe de France. En plus, il nous aime beaucoup, Florian Non, Gazan. mais on rigole. Hein. Bon. La défense affaiblie ce soir de l'équipe Oui, parce qu'il y a de Benjamin France. Pavard, donc elle est forcément Non, affaiblie mais de base. Umtiti et Hernandez Pardon. qui sont blessés. Pavard, Kimpembe qui affichent un niveau pas forcément rassurant depuis le début de saison. Depuis un an. Ouais. Depuis, On son commence match, par qui depuis son match contre le On Barça s'attaque il y a à- 2 ans On et demi. s'attaque à qui en premier? Pavard? Allez, Pavard. Jette un pavé dans la Pavard. Ouais. Ok. Parce qu'on se souvient tous de cette belle frappe, de ce but, Sa sa frappe de bâtard à Pavard, mais ça masquait pas ses lacunes défensives à la Coupe du Monde. Bah, ça l'a masqué pendant la Coupe du Monde. Oui, forcément, on se souvient que de ça. Il y a même la demi-finale, comme dit, bon, Ouais, il a tremblé. Fallait que ça s'arrête. Hein. Fallait Il était temps que la compète Mais comme s'arrête. ça continue, il est encore là, notre ami Benjamin. Et quand même là, franchement, on se rend compte, c'est quand même un mec qui est titulaire dans l'équipe qui est lanterne rouge de Bundesliga, Stuttgart. Et puis défensivement, il a des lacunes assez incroyables. Et même offensivement, il est plus limité qu'un Benjamin Mendy, qu'un Lucas Hernandez. Techniquement, sa palette technique, même tactique, hein, parce que tactiquement, je trouve quand même assez limité. Donc voilà, je trouvais que l'histoire était belle avant la Coupe du Monde, un peu la hype autour Pavard, le mec de Bundesliga qu'on connaît pas trop, de Lille qui n'a pas percé, qui est parti en Allemagne et qui fait des belles choses, qui vient pour la Coupe du Monde, c'est joli, ça fait
ça met un peu d'histoire à raconter autour de cette Coupe du Monde. Au bout d'un moment, voilà, faut quand même jouer au foot. Et je trouve quand même qu'il a beaucoup de lacunes. Il y avait un débat tout à l'heure sur la chaîne L'Équipe, Pavard, Kimpembe, qui a le plus à perdre ce soir. Je pense que lui, il a beaucoup à perdre parce que lui, ça devient titulaire. Kimpembe, ça reste un remplaçant. Donc, même s'il fait un gros match, Varane ou Titi, c'est installé. Donc, je pense que Pavard a beaucoup à perdre. Et la liste... Il y a qui derrière lui? La liste commence à s'étoffer. C'est ça le truc. Quand mon premier contre-argument, c'est ça. C'est qui un mec comme Nordi Mukiele à Leipzig. Et puis, ça va peut-être faire sourire, mais Bounassar, sur ce qui monte depuis 1 an, je suis désolé. Ça fait rire en tout cas. Ça fait rire, mais un mec comme Bounassar, ce qu'il fait depuis 1 an, il est au-dessus de Benjamin Pavard. Dans ce qu'il montre dans ce registre de latéral droit. C'est un mec qui est libre, qui a reçu une présélection, qui était peut-être pas loin d'être dans la liste définitive pour le match des Pays-Bas et de l'Uruguay. Je ne dis absolument pas ça parce qu'il est Marseillais, mais je trouve que... Et puis même un Nordi Mukiele qui était à Montpellier. Qui était à Montpellier et qui aujourd'hui fait qui était très bon, un bon joueur qui était sur les tablettes de Marseille et tout, et qui maintenant fait de belles choses à Leipzig. Je ne sais pas ce qu'il donne à Leipzig. Je ne sais pas s'il joue, est-ce qu'il est titulaire. Il fait des bons matchs à Leipzig et il peut taper à la porte. Donc si Benjamin Pavard se remet au niveau... Là, on ne parle pas de mecs qui sont au-dessus du lot, quoi. On parle d'un mec qui était à Montpellier il y a 6 mois. Il est au bout du rouleau. Oui, Sidibé. Mais voilà, on a essayé Pavard, donc au bout d'un moment, pourquoi pas je vois que voilà, donc Bounassar a fait rire. Arrête un peu, Sakai est meilleur. Moi, je trouve pas. Ouais, mais tu vois, sur Pavard, certes, il est dernier de Bundesliga, mais pour avoir vu 2-3 matchs de Stuttgart, c'est le meilleur de son équipe. Tu me diras, c'est pas compliqué. Sur la saison, il fait beaucoup d'erreurs. Il joue. Le problème, c'est qu'il joue défenseur central en club. Là, là, il joue latéral. Et ben, ça crédibilise encore un peu moins sa place en équipe de France. C'est un mec qui joue toute la saison en centrale. Ouais, mais tu le balances en équipe de France niveau international, le mec, mais t'as moins de repères. Ça dépend parce que oui, d'accord, mais moi, ça m'embête. Ce qui ressortait, Deschamps a participé il n'y a pas longtemps à une sorte d'assemblée de l'ensemble des coachs et des sélectionneurs. Et il a expliqué ce qui était son plan de jeu. Il y a des choses qu'on filtrait de ce qu'il a dit, de ce qui était son plan de jeu à la Coupe du Monde. Le match nul, c'est bien. Et lui, il expliquait que tout partait, et moi je suis assez d'accord avec lui, même si c'est peut-être moins impressionnant, mais tout part aujourd'hui dans le foot. Alors, j'aime pas cette expression de football moderne, parce qu'il y a un football ancien, un football moderne, et quand commence le football moderne, ça c'est un autre débat, mais dans le football d'aujourd'hui, avoir une bonne assise défensive, c'est la base de tout. Tu regardes tous les succès des équipes récentes, que ce soit des équipes nationales ou des équipes de club, champions, ça part d'une bonne défense. Mais le pire, c'est quand tu regardes les derniers champions du monde, tu prends la France y compris, mais tu peux remonter très très loin, jusqu'au Brésil, Cafou et machin. C'est costaud derrière. Et Ancelotti l'a toujours dit. Même pour gagner avec des champions. Même l'Allemagne ou l'Espagne. Sur leur dernier titre, c'est des équipes Ramos, qui gagnaient 1-0. Hummels, Boateng. Petit, quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde, ils marquent 8 buts dans la compète. Et puis ils gagnent à la fin, ils gagnent 1-0 leur match. Donc tout part de là. Donc il expliquait qu'avoir des gens un peu défenseurs centraux, parce que Lucas Hernandez, moi je le trouve très bon côté gauche, mais il est formé central et il joue souvent central avec Atlético de Madrid. Moi, sur les matchs de cette saison que j'ai vu d'Atlético de Madrid, il jouait défenseur central parce qu'il y a des blessés à l'Atlético. Mais après, pour le côté gauche, un mec comme Aguilar aussi. Aguilar, il est droite. Il est à droite. Il est à droite. Oui, il est à droite en plus. Voilà. Aguilar. Il montre aussi. J'avoue que Mukiele, moi, je l'ai perdu un peu des. Romain Aguilar, c'est très impressionnant ce qu'il fait. Aguilar, je suis d'accord. C'est très bon joueur. Je suis d'accord. C'est pas un Bolivien. Mais Pavard, il est français. Pavard, pour aller dans son sens quand même, pour essayer d'être son avocat, il est dans le registre qu'attend Didier Deschamps. Tu dis qu'offensivement, il est peu présent, mais le rôle de latéral est quand même très borderline et très difficile à analyser parce que ça peut très bien être une consigne de ton entraîneur. Tu pourrais avoir envie d'aller plus haut, de faire quelque chose, de te porter vers l'avant, mais si ton entraîneur avant t'a dit écoute, le but principal déjà c'est de bloquer ton couloir, lui peut-être qu'il répond simplement à des actions que demande son coach. Et le rôle de latéral, il est tellement à la fois aujourd'hui offensif et défensif qu'on va dire ah bah ouais, lui il défend pas bien, mais ça se trouve c'est le coach qui lui a dit attaque et essaye d'apporter son nombre. Oui, d'accord, mais c'est pour ça que Pavard il a ça pour lui. Il a le fait, moi je trouve qu'en club, de ce que j'ai vu, pour l'instant, il est au niveau. Au niveau d'un 20e. En tout cas, oui, non mais il essaye. Il y a 18 clubs en Bundesliga. Oui, pardon. C'est vrai. Non, mais pour moi, il émerge un petit peu de cette équipe. Et
qui derrière. Voilà. Alors on a cité quelques, Bah là, ce on a soir, cité s'il se quelques blesse, noms. ce soir, s'il se blesse, il n'y a pas de latéral droit de métier pour le Il n'y remplacer. a pas Sidibé. Ah si, bah si, Ah, oui. si. Oui, c'est On ce que je dis. on l'oublie. C'est ce que je dis, il n'y a pas de Oui, latéral. d'accord. Oui, c'est ce que je dis. En ce moment, c'est pas ça. Pour parler de Kimpembe rapidement, Thomas, lui, il a plus à perdre qu'à gagner ce soir. Faut qu'il rende une Non. copie parfaite ce C'est soir. l'inverse, non. Non, je pense qu'il va faire Il son a- match. Il se trouve, il est dans sa continuité. Il reste sur quelques boulettes là. Oui, mais il il a ne fait sera quoi pas titulaire. Même mais- s'il fait un gros match, il ne prendra pas la place d'Umtiti ou de Varane. De toute façon, mais Kimpembe, il a raté un match en équipe de France. Ok, il a raté un match en équipe de France. Non, mais c'est clair, il est dans l'œil du cyclone parce qu'avec le PSG, ça remonte son dernier bon match avec le PSG. Donc, Il joue un chouille moins. Il joue un chouille oui, moins mais en ce moment. quand il joue, il se chouille dessus. Oh, c'est pas non plus, bah c'est pas non plus des si. prestats Ah bah si. catastrophiques. C'est pas catastrophique, T'es pas mais au il niveau sera de souvent. Sidibé, t'es pas au Il sera- niveau de Djibril Il n'est pas, Cissé en il ce est pas au moment. niveau du début de Kipembe. Il est Non, pas, mais il tu est pas au niveau. Non, mais tu peux dire à un moment donné qu'un joueur peut avoir 2-3 mois un peu moins bien. Bien sûr, non, mais C'est c'est pas pas, ça. ça fait pas non plus 2 ans qu'il est moins bien. Mais je dis pas. En ce moi, moment, je- il a un coup de moins bien. C'est pas la pas peine pour de le autant mettre que je sur le sors. l'échafaud, C'est pas voilà. pour autant que je le sors du groupe France. Mm. Mais que ce soir, voilà, dans sa dynamique, face à une équipe Mais hollandaise c'est bien, qui a des atouts. Mais c'est un bon test pour lui. Voilà, c'est justement. un bon test. Et puis je lui souhaite de faire un bon match, sinon parce que si Guy Varane est tout seul, ça peut être compliqué. Mais je suis d'accord, il perturbera pas la. Voilà, hiérarchie, même- la hiérarchie établie. si Ouais, c'est ouais. le meilleur ce soir, même qu'il claque un doublé au Ouais, point, bien sûr, non, Umtiti non, non, revient, Umtiti revient, Umtiti sera Ok. titulaire. Ce soir, Nzonzi titulaire au milieu de terrain. On rappelle que Pogba et Tolisso sont blessés. Bon, Rabiot, il est toujours mis à Il est l'écart. blessé Ouais, il est blessé mentalement. dans la tête. Adrien Rabiot, exactement. Nzonzi titulaire, c'est la 4e fois avec Didier Deschamps. Lui, il a gagné peut-être ce soir. Nzonzi Ouais. Non plus, ça ne sera pas un titulaire, mais il a gagné dans le fait d'être rappelé dans le groupe et de souvent entrer en jeu, quand le match le demandera et de devenir une valeur sûre au milieu de terrain. Et dans un registre, je trouve que son profil, il n'y en a pas d'autre. Donc il fait des très belles choses avec la Roma. C'est le mec qui joue quasiment le Il plus est excellent avec la Roma. avec la Roma. Lui, il fait un vrai bon début de saison parmi ces champions du monde qui sont un peu en galère cette année, il faut bien se le dire. Lui, pour le coup, il confirme ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde, même de lui l'année dernière à Séville. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, non, cette année, il fait une très belle saison avec la Roma. Un Pour homme, l'instant, ouais. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas, quand tu vois que le PSG se plaint de ne pas avoir un 6, putain, mais Nzonzi, ils l'ont payé combien la Roma? Franchement, ils l'ont payé mais combien? ça doit pas être très cher. Hein. Je sais pas, 15, 20 Comme le dit sur le chat, ouais, Nzonzi, la rentrée de patron en finale, c'est vrai qu'il a remplacé Kanté à la mi-temps qui était complètement à l'ouest. Ouais. Non, c'est rentré bonne à chaque fois. Et sa rentrée a été Ouais, il est excellente toujours- en il est finale. toujours Il a bon. équilibré le truc et on Comme a tu beaucoup dis, moins c'est- souffert. Il est le seul à avoir ce profil en équipe de France, donc ça dépend comment l'équipe de France joue, dans quel système elle joue. Mais dans je son suis pas rôle, si il ce est. 4-4-2 est la meilleure chose pour lui. Mais à voir. On verra comment il évolue à côté de Kanté. Je pense que Kanté sera peut-être un peu plus bas que lui. Ah, je pense l'inverse, Je justement. pense l'inverse, Parce que on verra Kanté, bien. Kanté, maintenant, avec Chelsea, joue plus haut, parce que Jorginho joue en vrai 6 devant la défense. Et du coup, il a mis. Sarri a mis Kanté au milieu, mais avec un rôle. Enfin, il l'autorise à monter un peu plus. Et comme on aime le football, Matuidi est toujours à gauche. Quoi. Ouais, ça c'est pas une nouveauté avec Deschamps. Matuidi à gauche, effectivement, super Deschamps. Pour revenir à Nzonzi, on va écouter Hugo Lloris très rapidement parler de son coéquipier en bleu. Il amène tout son calme. Je veux dire, sa personnalité ressemble très bien au joueur qu'il est. Il est important dans une équipe d'avoir cette sentinelle voilà, capable d'apporter cet équilibre au sein d'une équipe sur le terrain. Et en tout cas, il le fait très bien. Il a toujours répondu présent sous le maillot des Bleus et il le fera puisque je veux dire, ça reste un joueur de très haut niveau avec une très bonne mentalité et toujours prêt à répondre présent pour aider l'équipe. Ce soir, avec Matuidi, tu l'as dit, à gauche, Mbappé à droite et puis devant. Griezmann, Giroud. Après, ça peut facilement se transformer en 4-3-3 avec un Griezmann un peu plus bas, etc. Mbappé et Matuidi qui resserre. Ouais, c'est modulable. L'avantage, c'est que c'est modulable. Il le travaille beaucoup, ce 4-3-3. C'est ces deux systèmes maintenant qui sont prioritaires dans l'esprit de Deschamps. Donc, on verra au fur et à mesure du match et du scénario. C'est le système qui avait sauvé la France contre l'Allemagne. À la mi-temps, il change en 4-3-3 et c'est ce qui fait qu'on a plus de maîtrise au milieu. Tout à fait. Donc, On va citer nos 3 gagnants. 3 premiers gagnants de la soirée. Ah bah si, OM 43, Syphilis 66. Magnifique pseudo. Et puis Manu Il est souvent là, lui. 76, vous remportez chacun 5 € grâce à la bonne réponse, Basic Tax.
J'arrive pas à le dire ce putain de nom de club. Beşiktaş. 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 Ouais, je pensais caca un peu. C'est Beşiktaş. Effectivement. Beşiktaş, Istanbul. Le club de Monsieur Babel. Babel. Tout à fait. On va rappeler les codes boostés ce soir. Il y en a 3 au programme à prendre avant 20h45. Coup d'envoi de la rencontre entre les Pays-Bas et la France. France ou match nul et plus de 2,5 buts dans la rencontre. Une cote qui passe de 2,50 à 3. On a un duo de buteurs ce soir, Mbappé, Memphis. T'aimes bien ces grosses cotes de buts. Ah, j'aime bien. Oui, Elle est belle, hein. J'aime bien. Une J'aime cote bien. à 10 au lieu de 8,50 voilà, pour 10. vibrer. Voilà. T'as mis combien Pour toi 10 quand t'es 30 000. joueur. Ah ouais. J'ai pas misé, mais ça, je mettrais, ouais. Oui, pour rigoler, voilà. Ah ouais. Un petit billet. Et puis, 20 la balles. cote boostée de nos amis traders, France, Slovaquie et Brésil, tous vainqueurs ce soir. Cote à 8. Voilà, là aussi, c'est une grosse cote. Justement, on va regarder les cotes à tenter, selon vous, les amis, ce soir. On rappelle qu'un nul suffit à l'équipe de France. Ben justement, le 0-0 mi-temps. Cadeau. Mi-temps, carrément. Comme ça, Tu le saupoudres. je te le propose, mais le 0-0 mi-temps. Toi, c'est score exact mi-temps. Eh bien, écoute, tu te trompes pas. C'est la cote la plus basse sur les scores exacts à la mi-temps. Cote à ouais. 2,50. Thomas pour un 0-0 à la mi-temps. Ça te plaît, ça, réellement? Non. Ah, d'accord. Je suis quelqu'un d'optimiste. Ah. J'essaye d'insuffler des buts dans les matchs. C'est vrai que Bernat, tu l'as bien. Ouais, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je verrais bien un. Ah, Didi Lafleur l'a dit, aucune ne passera. Donc on peut aller ranger, on peut fermer la boutique. Et bah, tu sais quoi, je verrais bien un buteur et je te mets Kimpembe sur coup de pied arrêté. Buteur au cours du match. Kimpembe. Alors là, tu vas chercher de la grosse. Bah, La grosse cote. Bah, à un moment donné, on est là pour jouer ou on est là pour jouer du 1-0-2 ? Alors Kimpembe, écoute, Il est même pas coté. Si, c'est la plus petite cote. 18. Enfin, c'est la plus grosse cote. C'est pour ça que je Bah, cherchais, voilà. il est tout en bas. Notre ami Kimpembe, 18 pour un but. Et ben voilà. Pour aller chercher Du central. le 0-0 mi-temps. Kimpembe, voilà. Non, pas envie. Non. Wijnaldum, frappe de loin, grosse frappe de balle. Le joueur de, Ouais. Il joue, il est de titulaire. Liverpool. Ah, je sais pas. Ah, si, Jorginho. Et ouais, Il est là. Regarde. Paf. 5,50. Ah, tu vois, bah voilà, allez, je pars là-dessus. Ça, c'est pour les buteurs. Peut-être un petit prono score exact aussi, on peut se mouiller. Score final. Hein. Un partout. Un partout pour Alban. 2-1 Pays-Bas. 2-1 Pays-Bas pour Thomas. C'est la plus grosse cote des deux. 8,50 pour toi, Thomas. 5,20 pour toi, Alban. On rappelle que le dernier match, il y avait eu 2-1 en faveur des Français. C'était compliqué. Mais un match pas forcément Après, dominé, bah, en hein, fait, maîtrisé par les Bleus. Ils ont marqué au premier quart d'heure, Ouais. c'est ça, Mbappé. C'est ça. Sur tu te dis, une ça va dérouler. Jolie action. On était largement au-dessus, vraiment volé sur le match. Ouais. Puis retour de mi-temps, plus rien. Plus rien. Terminé. Et dès qu'ils ont marqué, boum, on est reparti, on aurait pu en mettre 2-3. Donc, On va regarder quand même on quelques a vraiment stats l'impression sur les que dès que les Bleus accéléraient, qu'ils pouvaient marquer à n'importe quel moment. Donc, Avant de faire votre choix, hein, si vous n'avez pas encore parié sur la rencontre, on va afficher quand même les stats sur les dernières confrontations entre les Ça Pays-Bas a bossé. et les Français. Bah oui, comme toujours ici. Voilà, on va les afficher. 5 victoires entre... Non, vous n'avez rien vu. 5 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Bleus. 12 buts marqués, 3 buts encaissés. Un historique récent largement en faveur des tricolores. Exactement. La dernière défaite qui remonte à 2012, 2008. 2008. Euro 2008. Pourtant, j'ai posé la question Ah oui, il y a 2 putain, jours. ouais. Défaite 4-1. Phase de poule. Effectivement, voilà, Belle ça, époque. en tout cas un historique qui penche en faveur des Bleus. Deschamps qui sait qu'un nul suffit. On va quand même l'écouter, l'entraîneur, il aimerait bien, il a pour ambition de gagner. On sait ce que ça veut dire quand c'est Didier Deschamps. On va l'écouter tout de même. Oui, ça dépend de nous à travers le résultat de demain qui doit nous permettre d'assurer cette première place de notre groupe. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Vous savez très bien qu'il y a 2 résultats qui peuvent nous convenir, mais c'est jouer ce match-là comme on le fait à chaque fois avec l'ambition et l'objectif de le gagner, même si un match nul nous suffit, mais on ne partira pas avec ces intentions-là dès le début du match. C'était l'Allemagne, les Pays-Bas, avec un objectif. Il y a un objectif qui est clair de finir premier du groupe. Donc je pense que ça a été quelque chose d'important au sortir de notre titre de champion du monde. Cette adrénaline-là de la compétition, les joueurs y sont habitués. Ils ont connu le sommet avec ce qui s'est passé en Russie. Donc c'est plutôt
une très bonne chose. Et de par ce que l'on a fait, et dans les attitudes, dans les intentions, et aussi sur le terrain, oui, ça va de pair avec ce que je viens de dire. C'est le dernier match que nous avons, nous, à jouer dans cette Nation League, avec un objectif qui était clair pour nous dès le départ, lorsqu'on a commencé au mois de septembre, c'est de finir premier. Aujourd'hui, on est idéalement placé, et la motivation, l'objectif, c'est de l'atteindre demain.